C'est une plaie, un cauchemar, une catastrophe. Voilà ce qu'on entend depuis 2 mois, depuis l'arrivée des algues sargasses sur nos côtes. Hormis un léger répit en 2013, c'est une véritable déferlante de sargasses qui suit depuis 2011 une grande partie du littoral guadeloupéen. Chacun surveille le phénomène avec attention, car le gaz dégagé une fois que ces algues pourrissent n'est pas sans conséquences pour les plus fragiles. Autrefois en quantité raisonnable, depuis 2011, les algues sargasses prolifèrent dans l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Par épisode, elles échouent massivement sur les plages de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, et elles empoisonnent la vie des habitants. Pendant plusieurs jours, les algues brunes peuvent s'accumuler à perte de vue. Les pêcheurs sont cloués à terre, l'industrie touristique est au ralenti, et surtout, les algues présentent un véritable problème de santé publique. Lorsqu'elles se décomposent, elles dégagent des gaz toxiques qui asphyxient les poissons du bord de mer, mais aussi les habitants. Les pouvoirs publics sont dépassés par les coûts du nettoyage des plages. Pour tenter de trouver des solutions, ils ont lancé un appel à la population pour des idées de valorisation. Que faire de cette encombrante biomasse amenée par la mer? Aujourd'hui, plusieurs recherches sont menées et des pistes se dessinent. Les algues pourraient devenir de l'engrais, un carburant ou un charbon actif contre les pesticides. Et si ces algues envahissantes pouvaient devenir une richesse? Je m'appelle Michel Max Manori, j'ai 17 ans, je suis au lycée de Port-Louis en terminale S. Comme tout Guadeloupéen, ça devrait tous nous toucher parce que les sargasses ont des effets négatifs dans tous les domaines, par exemple de l'économie avec le tourisme, même au niveau des foyers qui habitent près de la plage, ça pose problème au niveau de l'électroménager, pour la santé aussi, avec les émissions d'hydrogène sulfuré. Les sargasses étant un des gros problèmes de la Guadeloupe, j'ai trouvé qu'il était quand même indispensable de se pencher sur ce sujet-là. C'est ce que nous avons fait avec le Club Sentinelle. Ça a été une expérience pionnière dans le domaine de la télédétection par satellite des sargasses. On utilise des satellites pour chercher des sargasses dans les mers. Non seulement ça permet d'essayer de comprendre le phénomène des sargasses, d'essayer de prévoir l'échouage possible de sargasses, mais aussi un des fondements du club a été surtout d'initier des jeunes lycéens à la science. Voilà, donc je vous propose de monter sur le Lantea, qui est un bateau de recherche qui relève de la flotte océanographique française. On y va? Ici, là, vous êtes sur la passerelle. C'est là où reste présent toujours le commandant. C'est aussi là qu'on essaye de faire la chasse aux sargasses et qu'on est là avec les jumelles en cherchant si jamais le banc va être intéressant ici ou là et si on va en faire une station. Bah donc là, ça c'est la route qu'on va avoir demain et je crois qu'à ce point-là on part vers le nord à peu près. Et voilà, donc comme vous nous avez dit que vous partirez plus vers les Bermudes et vous nous avez expliqué le problème donc, des eaux de la Dominique, vous n'avez pas le droit d'entrer. Donc du coup le trajet que vous envisageriez plus probable ce serait de partir du port et de longer la côte en passant sous la Désirade et après de remonter. Et oui, donc tout ça là, c'est Désirade où là. Probablement oui. Si on s'arrête après la Désirade là, on aura quelque chose. Et aussi, on aura peut-être une remontée des sargasses qui sont peut-être ici. Il y en a encore sous le banc. Et il y en a encore sous le banc. Ouais. Ok, bah merci pour vos images. De rien.
Quand on arrive sur un endroit où il y a des sargasses, on fait des prélèvements. On lance généralement un chalut ou on utilise une épuisette pour collecter des sargasses. Donc là, on remonte, c'est ce qu'on a fait en mer. Après, il y a l'étape de triage. Il faut séparer les différentes formes de sargasses, parce qu'on a trouvé 3 formes de sargasses différentes. Et donc ça, ce travail-là, on va le voir, se réalise d'une part en plongée, en faisant évidemment des images, mais surtout en prenant des échantillons et ensuite en faisant des analyses. Je voulais savoir si au cours de votre mission, vous avez découvert des choses que vous vous attendiez pas forcément à découvrir. Ou Oui, effectivement, il y a la chose la plus importante qu'on ait, si on peut dire, découvert. En réalité, c'est plutôt une surprise. C'est donc un radeau, je dirais un méga radeau. Il n'était pas énorme, mais surtout, ce qui était très étonnant, c'est qu'il était très développé, comme un iceberg. La partie profonde se développait sur au moins 7 mètres de profondeur, alors qu'on pensait on a toujours pensé que les radeaux de sargasses étaient des radeaux superficiels qui étaient dans les premiers mètres. Ces algues sont connues depuis toujours dans l'océan Atlantique. En mer, elles ne présentent pas de problème, au contraire. Les radeaux de sargasses sont une aubaine pour les pêcheurs. Ils attirent une riche biodiversité à la manière d'un dispositif de concentration de poissons. Les sargasses abritent des petits crustacés qui nourrissent des poissons qui, à leur tour, attirent des poissons plus gros, notamment des dorades coryphènes et des barracudas. En mer, les algues sargasses sont une aubaine, mais à terre, c'est une autre affaire. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les sargasses? En fait, on les reconnaît de par le fait qu'elles ont des espèces de petites feuilles, un peu comme les végétaux supérieurs, tu vois, et aussi ces vésicules. Ce sont ces petites boules qui sont des flotteurs, qui sont remplis d'air. C'est un système qui permet aux sargasses de flotter sur de longues distances. L'hypothèse qu'on a, c'est qu'elles arriveraient du Brésil. C'est les courants marins qui permettent en fait cette circulation. Donc les courants marins et les vents. Voilà, et les vents, bien sûr. Bon, c'est bon, on a déjà un bac rempli. Et celle-là, serait pas mal si tu pouvais les ramener là-bas, s'il te plaît. D'accord, donc là, on va rincer celle-là. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le club Sentinelle? Eh bien, en fait, au début, on est entré dans le club par curiosité. C'est un de nos profs qui nous a initiés, en fait, qui nous a recommandé. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on y est resté? C'est parce qu'on a trouvé ça intéressant. Comment utiliser des satellites pour diverses tâches. Il y a notamment pour faire la télédétection de sargasses. On essaie d'agir à notre façon pour, avec le club Sentinelle, pouvoir sensibiliser et aider aussi pour les sargasses. Moi, c'est ça, comme je veux faire dans la chimie, ça m'a permis de voir ce qu'on peut faire, ça m'a permis de voir les labos qu'il y a ici en Guadeloupe, de voir aussi ce qu'on peut faire avec la chimie et me donner aussi des idées pour plus tard ce que je voudrais faire. Actuellement, les sargasses représentent un fléau. Elles pèsent aussi bien dans la balance économique que sociale, disons. On fait de la recherche pour répondre à un des problèmes, un des plus gros problèmes de la Guadeloupe. Donc oui, on a l'impression de se sentir utile en faisant ça. L'observation par satellite est une observation globale, du haut vers le bas, et on appréhende par les satellites des choses qu'on ne peut pas voir quand on est sur le site. Centrez-le et zoomez, on va descendre dans l'image et on va aller vers le bord droit, en bas, et vous avez des masses importantes qui pourraient être des gros radeaux de sargasses. Ça, c'est un radeau de sargasses. Est-ce qu'on peut confondre avec la barrière de corail? On est en mer. On élimine déjà une possibilité d'erreur. L'intérêt de cette observation, ce suivi, c'est de pouvoir identifier des arrivées massives de sargasses pour mettre en veille et essayer localement d'apporter des solutions de protection. Et dans la mesure où, effectivement, ces agressions sargasses relèvent du domaine citoyen, il va de soi qu'il est bon que des jeunes Antillais puissent prendre à leur charge ces outils
pour prévoir d'éventuelles arrivées et éventuellement essayer de s'en protéger ou d'agir intelligemment. Alors tu vas prendre la bande spectrale 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Si tu as pris 3 bandes spectrales, c'est comme si le satellite avait regardé la Terre en se mettant un filtre bleu, en se mettant un filtre vert et en se mettant un filtre rouge. Les informations sont différentes. Et si l'on veut voir ce que l'on pourrait voir si on était embarqué par le satellite, nous, humains, ben, il faut que tu affectes de la peinture au bleu, de la peinture verte au verte et de la peinture au rouge. Je te laisse faire. Voilà, parfait. Je vous remercie tous, élèves de terminale et scientifiques, d'avoir supporté un vieux pilote pendant 2 ans. J'espère vous avoir fait un petit peu découvrir la beauté des sciences. Voilà. On voulait vous remercier vraiment pour le temps que vous avez consacré. On a appris beaucoup de choses grâce à vous et c'est avec plaisir que tout le monde ici aurait voulu continuer l'aventure et avec plaisir qu'on aurait recommencé. Alors j'ai récupéré quelques sargasses pour qu'on puisse travailler sur les gaz que vont émaner les sargasses lors de leur décomposition. Qu'est-ce qui sait quel est le gaz qui se forme lorsque les sargasses s'échouent sur nos plages? Drusilla, tu peux répondre? L'hydrogène sulfuré. Donc le but du TP ici, c'est de piéger le gaz H2S, c'est-à-dire l'hydrogène sulfuré, à l'intérieur de ce dispositif expérimental. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici à l'intérieur de l'Erlen Meyer? Pour ceux qui sont proches. Bulles. Alors, effectivement, on a des petites bulles qui sont dues à quoi? Le gaz. Le gaz qui se forme, d'accord? Le gaz d'hydrogène sulfuré qui s'est formé, en fait, va traverser ici le tuyau, d'accord? Et va buller dans une solution de nitrate d'argent. Qu'est-ce qu'on voit ici à l'intérieur de la fiole? Il y a un petit précipité noir. Alors, j'ai réalisé cette expérience il y a quelques jours, d'accord? Donc, ici, vous voyez que le dépôt est beaucoup plus important que celui qu'on avait déjà obtenu. Donc, on a un dépôt noirâtre, en fait, de H2S, d'accord? Est-ce que vous connaissez les risques qui sont liés à l'émanation de ce gaz sur nos plages? Il peut nous provoquer l'irritation des yeux, des muqueuses aussi. Il peut irriter quelle muqueuse? Les muqueuses respiratoires, olfactives et oculaires. D'accord. Quelle est l'unité de mesure qui permet d'évaluer le taux de H2S? C'est le ppm. C'est le ppm, d'accord? ppm, ça veut dire? Partie par million. Ça veut dire partie par million. Donc en fait, effectivement, le taux d'H2S est évalué par partie par million, d'accord? On sait qu'entre 0,02 et 0,03 parties par million, on ressent cette odeur de pourriture, d'œuf pourri, qui est caractéristique du gaz H2S. Entre 1 et 5 ppm, on peut déjà ressentir certaines irritations des muqueuses, comme vos camarades l'ont dit. Au-delà, c'est-à-dire à partir d'une centaine de ppm, on peut avoir des conséquences sur la santé beaucoup plus graves, telles que des œdèmes pulmonaires. Donc, d'où l'intérêt de ne pas être exposé sur une longue durée aux émanations des sargasses. Les sargasses, elles viennent tous les jours, tous les 15 jours, ça dépend. Mais par contre, quand elles arrivent, on sait que 3 jours après, il y a eu un début de décomposition et là, ça devient infernal, donc au niveau des odeurs. L'accès à la plage et à la baignade sont interdites. Par contre, j'y habite. Bonjour madame. Vous êtes monsieur Surjous? Je suis monsieur Surjous. À quelle distance de la plage est-ce que vous habitez pour avoir été autant impacté? Je suis à la limite de 50 pas géométriques. C'est-à-dire que j'ai les algues qui sont à mon portail, en quelque sorte. Je vais vous faire voir quelques photos des algues quand elles sont déposées.
Ça, c'est normalement, vous avez une plage où les gens viennent ici, à ce niveau-là, pour se baigner. Donc on se retrouve avec une plage, effectivement, idyllique, on va dire, si on enlève cette partie. Mais c'est dès que les algues arrivent, c'est foutu. C'est pour, voilà. Vous avez des murs d'algues, carrément. Ça fait des falaises. Vous êtes dans un atelier d'informatique où on répare des ordinateurs et que les gens apportent justement parce qu'il y a ce problème-là. La corrosion, la transformation des métaux comme du béton, du cuivre, qu'on se sert énormément au niveau de l'informatique. Et pour vous donner un exemple, vous avez une pièce de monnaie qui n'a pas été exposée au sargasse, et là vous en avez une autre qui a été exposée au sargasse en l'espace de quelques jours. Donc il y en a une qui est tout à fait normale, et l'autre par contre qui est devenue toute noire. Donc ça veut dire que le matériel électronique en réalité derrière est touché de la même manière. C'est-à-dire que tout ce qui est contact au niveau des téléviseurs, que ce soit au niveau des ordinateurs, que ce soit les machines à laver, des réfrigérateurs, des climatiseurs, tout ça est en train de claquer. Si vous voulez, vos biens sont foutus. Que ce soit au niveau des biens qui sont dans la maison, que ce soit le bien par lui-même, que ce soit la maison elle-même. Enfin, effectivement, l'hydrogène sulfuré est un gaz effectivement, qui est corrosif au niveau des métaux, mais qui est nauséabond et en plus, surtout, qui impacte donc les personnes au niveau de la santé. Est-ce que votre médecin vous a donné des conseils pour limiter les effets du gaz? De partir de chez moi. Bonjour, docteur Dahl. Comment ça va alors? Eh bien, un petit peu mieux, mais c'est pas évident. Ça sent encore. Par rapport à l'odeur, bon, aujourd'hui c'est un petit peu calme, il n'y a pas trop d'odeur. Parce qu'il y a moins de vent. Mais il y a moins de vent, mais c'est pas évident. Je dors dans ces odeurs, je mange dans ces odeurs, je passe mon temps là-dedans. Et je vous assure que ça me met sur les nerfs. Vous m'aviez parlé de maux de tête? Des maux de tête, hein, là, je tousse, les yeux rouges. Et je ne dirais pas que ça me fait mal, mais ça me gêne. Bon, faites voir les yeux, on va te regarder. Oh oui, c'est rouge. Ouais. Ici, vos yeux? Non. C'est rouge. Mais je sens. Hein. C'est très rouge, faites voir si vous avez des ganglions. Non, il n'y a pas de ganglions, donc c'est pas infectieux. C'est vraiment irritant. Respirez normal. Allez-y, montrez-moi comment vous toussez. C'est ça, que ça. C'est sec. À chaque fois ça. Oui, c'est plein de petits boutons. Oui. Comme en Et ça 2014, gratte, et ça gratte partout. Et oui, j'ai une de mes patientes au Robert qui est exposée comme vous au sargasse un petit peu tout le temps depuis 2011, c'est ça? Depuis 2011. Et qui depuis la grosse vague de sargasse de août 2014 a développé une BPCO, c'est une bronchopneumopathie chronique obstructive. Généralement, c'est les gens qui fument beaucoup qui ont ça. Elle n'a jamais fumé de sa vie, c'est une sportive comme vous, mais tous les examens des pneumologues, les scanners qu'on a pu faire montrent qu'elle fait une BPCO alors qu'elle n'a jamais fumé. Et on commence à se demander si c'est pas les sargasses et l'hydrogène sulfuré qui lui ont fait ça. Donc c'est vrai que chez vous, il faudra être attentif. Oui, il faut surveiller. À tout ça. C'est ici que je fais ma marche tous les jours, de 5h30 du matin à 7h, 7h30. Et depuis ces odeurs, je ne peux pas marcher. Depuis quelques mois, ouais. Tout ça là, bon, c'est mélangé à des vermicelles. Hein. Ouais, les petits trucs là, les vermicelles, ça sent pas. Et moi, j'habite juste en contrebas du toit orange que vous voyez là. Oui, le vent vient donc le vent l'amène directement chez moi. C'est mon cadeau. Ces troubles de la santé produits par les sargasses sont sous la surveillance d'un autre réseau sentinelle, celui des médecins de la Martinique et de la Guadeloupe. Une centaine de praticiens généralistes informent ainsi les agences régionales de santé des symptômes ressentis par les habitants à cause des gaz des sargasses. J'ai de la famille qui habite par exemple au Cap-Esther, pas trop loin de la plage, et c'est impossible de rester dehors parce qu'avec l'odeur qui vient. Et surtout, si, je crois qu'il y a ceux qui sont asthmatiques, donc c'est encore pire pour eux. Chaque année, quand ça revient, c'est toujours pire. Ils n'ont pas encore trouvé de moyen de déjà les enlever sur les plages. Actuellement, on ne fait que dépenser pour les sargasses. Mais la valorisation pourrait être un moyen de rentabiliser le tout, en trouvant des possibilités pour les transformer en autre chose qui serait plus productif.
qu'à crier moi un barberman. Donc voilà. C'est joli, je me lève le matin, je vais sur la plage, je rends tout le monde heureux. Donc je suis là pour nettoyer la plage, la rendre belle. Bonjour, je tenais à vous remercier parce que depuis vendredi, la plage était dans un état et aujourd'hui, mardi, vous voilà là. C'est un bonheur pour nous, surtout pour les clients parce qu'on est dans une zone où les touristes viennent souvent et nombreux pour la vue exceptionnelle qu'il y a du rocher du diamant. Alors, merci à vous et à toute votre équipe. Ça me fait plaisir, ça me touche. De toute façon, comme je leur avais dit, ici on peut jouer d'une belle vue, on a une belle plage, donc voilà, niveau esthétique, il faut qu'elle soit quand même parfaite. Je sais que vous le faites avec cœur. Merci. Le barbeur, c'est un nettoyeur de plage, donc il porte bien son nom. En plus de retirer les sargasses, il nettoie aussi tout ce qui est déchets, cigarettes, mégots de cigarettes, gobelets, enfin, etc. Il y a un tapis convoyeur avec des dents en acier et que ça accroche en fait les sargasses qui remontent sur le tapis et puis ça envoie directement dans la benne. Ça c'est le tapis, c'est ce qui fait la finition de la fleur. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça va. Donc c'est un arrivage qui est arrivé aujourd'hui? Voilà, ce matin. Ça a été fraîchement récupéré? Fraîchement récupéré. C'est arrivé quand? Aujourd'hui, on les a récupérés vers le Cap 110. D'accord. Parce que nous, effectivement, c'est intéressant quand c'est frais comme ça, c'est justement des algues de cette qualité-là qu'on demande dans le cadre des réalisations qu'on a avec. On fait quoi en fait exactement? Alors nous, en fait, notre entreprise est spécialisée dans la revalorisation de matières organiques pour la fabrication de produits à destination de l'agriculture, donc soit des fertilisants ou des supports de culture. Et nous, donc, quand on a eu cette problématique-là il y a 2 ou 3 ans de ça, on a effectivement travaillé dessus en amont pour pouvoir essayer d'élaborer et mettre en place des process qui pourraient incorporer les algues sargasses. Et aujourd'hui, oui, on a mis donc un process bien spécifique qui permet d'introduire une certaine quantité d'algues dans les produits que nous fabriquons. Ben voilà, comme convenu, voici les algues fraîchement recueillies ce matin. Voilà, là il y a 13 mètres cubes à peu près. 13 mètres cubes, ok. Superbe. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour et que je vous présente un peu les différentes étapes du processus qu'on a mis en place en attendant qu'on soit réellement équipé d'ici la fin de l'année pour récupérer des tonnages beaucoup plus importants d'algues. Voilà. Moi je suis intéressé. Là au diamant, ça donne quoi en ce moment? Hier, il y en a eu beaucoup, pas? Il y en a qui stagnent en fait, c'est ça. Donc ici, on va retrouver les différentes productions que nous avons. On a une multitude de produits que nous fabriquons. Donc c'est très important, ce sont quand même des produits qui sont 100% naturels et certifiés agriculture biologique et aucun additif chimique. Et les algues que nous utilisons aujourd'hui sont exclusivement réservées aux fertilisants organiques que nous produisons. Voilà. Donc bien entendu, ces algues sont intégrées dans des proportions bien spécifiques à travers les recettes qu'on a pu élaborer et les contraintes, notamment de sel, que nous retrouvons dans les algues sargasses. L'algue sargasse va vraiment venir apporter des oligo-éléments. En soi, ce n'est pas quelque chose qui va améliorer nos productions, mais c'est quelque chose qui va vraiment venir apporter une espèce de dynamique nécessaire aux micro-organismes qui travaillent dans la décomposition de nos productions et qui, une fois dans le sol, va continuer et perpétuer ce travail-là. Les analyses que nous avons réalisées nous montrent que les taux de métaux lourds que nous retrouvons dans nos produits
sont bien en deçà de ce que nous autorise la norme. Ça a fait l'objet de nombreuses recherches, de nombreuses études qui aujourd'hui nous permettent de sortir un produit qui soit tout à fait conforme et en tout cas dans les attentes de nos clients et des agriculteurs qui l'utilisent. On va vérifier avec une définition un peu plus fine quand même. Ouais. Mais bon, on va se concentrer en priorité sur celle du Sud-Bastère. Donc il y en a à Goyave. À Saint-François. À Désirade aussi. C'est à trajectoire ou c'est les radeaux déjà En fait, ce sont les radeaux. Mais bon, ensuite, Il a souligné pour toi en fait. Oui, voilà. Et on peut, c'est pour vous les rendre plus faciles à avoir. Bonjour. Je vous appelle parce qu'en fait on a un projet de valorisation de sargasses. On essaye d'étudier le fait de pouvoir faire de l'énergie avec les sargasses. Mais pour ça, il faut qu'on en collecte une grande quantité. J'ai entendu dire que vous aviez un club Sentinelle qui permet de regarder un petit peu où on peut trouver des sargasses. Et nous, on aimerait bien savoir si vous avez des infos à nous transmettre, où on pourrait aller pour collecter nos 200 kilos de sargasses. On en a trouvé sur la Bastère, au niveau de Bouillante. Il y en a un peu aux environs de Goyave. Ah bah ça serait pas mal, parce qu'en plus on a un... Il faut que je vérifie, mais normalement on a un lieu en rivière pour aller les nettoyer très loin de Goyave, donc ça pourrait marcher. Là, on est en train de ramasser des sargasses puisqu'on a été sélectionné dans le cadre d'un appel à projet qui a été lancé par l'ADEME et la région Guadeloupe sur la valorisation, le ramassage et la valorisation des sargasses. Et nous, on a été sélectionné dans le cadre d'un projet de méthanisation. Et le méthane, c'est un gaz, c'est le gaz des bouteilles de gaz qu'on peut brûler pour faire de l'énergie. Et l'énergie en Guadeloupe, eh ben, on en a plutôt besoin. Alors, si on arrive à faire en sorte que les sargasses ne soient plus un problème, mais une solution, ça serait quand même pas mal. Donc voilà, on s'est lancé dans cet ambitieux projet. Et notre idée, c'est d'aller plus loin une fois que le méthane aura été produit, puisque le méthane, c'est la source principale de fabrication de l'hydrogène. Et notre idée, c'est d'aller dans une deuxième étape encore plus loin, de transformer le méthane qu'on aura produit grâce aux sargasses en hydrogène. Et l'hydrogène, ensuite, on peut l'utiliser, par exemple, pour faire marcher une voiture. Donc peut-être qu'un jour en Guadeloupe, tu rouleras dans une voiture alimentée par de l'hydrogène. Des sargasses. Qui sortira des sargasses, voilà. Le fait qu'il y en ait de temps en temps, pas tout le temps, et qu'on ait du mal à les prévoir, à l'anticiper, c'est une vraie difficulté pour le bon fonctionnement des projets. Potentiellement, donc si l'essai est concluant, on pourra essayer de faire des mélanges avec de l'herbe ou d'autres déchets en Guadeloupe qui sont pour l'instant pas valorisés. Donc ensuite, on emmène les algues à la rivière pour les rincer. Il faut les débarrasser du sel. Et dans le cadre de la méthanisation, le sel, ça peut bloquer complètement la réaction. J'ai souvent des idées un peu bizarres, moi. Et là, en l'occurrence, j'étais en train de m'interroger sur comment on pouvait avoir de l'hydrogène et des voitures qui marchent à l'hydrogène. Et en me renseignant, en tournant sur Internet, je me suis aperçu que l'hydrogène, on le fabriquait à 95% avec du méthane. Le problème, c'est qu'en France, ce méthane-là, il vient du pétrole, des puits de pétrole. Donc en fait, c'est un méthane qui est carboné. Et c'est un hydrogène, du coup, au final, qui n'est pas propre, qui est pas... qu'on ne peut pas considérer comme rejetant zéro carbone. Et d'une page internet à l'autre, je suis tombé sur des usines de méthanisation agricoles. Parce que je me suis aperçu, en me promenant, donc, on pouvait également tirer du méthane à partir des végétaux. Derrière, c'est vrai que ça demande une technicité un peu plus développée pour
pour qu'on puisse produire de l'hydrogène à partir du méthane qu'on aura extrait des sargasses. Voilà, et peut-être que j'arriverai à boucler la boucle. Donc partir d'une réflexion sur faire marcher des voitures à l'hydrogène, arriver sur les sargasses et refinir en bouclant sur l'hydrogène. Voilà. D'autres projets de valorisation sont l'objet de recherches à l'Université des Antilles. Parmi les plus porteurs, le projet d'utiliser les sargasses pour dépolluer les sols contaminés aux pesticides. Les algues indésirables pourraient ainsi piéger la chlordécone, cette molécule chimique cancérigène, perturbateur endocrinien, utilisée comme insecticide sur les champs de bananes des Antilles. Jusqu'en 1993, la molécule a durablement pollué les terres et les eaux des Antilles. Ben là, on a trié, là, on a commencé à trier parce qu'il y a deux types d'algues en fait. Mais elles sont bonnes, elles sont toutes prêtes. Je pense qu'il n'y a plus de filament, donc on va pouvoir travailler avec ces algues-là. Est-ce que ces algues-là, enfin, à part les sargasses, elles ne peuvent pas entrer dans le procédé? Enfin, est-ce qu'il faut absolument tout trier? Mais là, ce qu'on essaye d'avoir, c'est quand même de la biomasse qui ne soit que des sargasses, de manière à ce qu'on soit bien sûr de ce que l'on dit à propos des sargasses et du produit qu'on va obtenir à base de sargasses. Alors mes travaux ont pour objectif d'améliorer finalement la vie des Guadeloupéens, dans la mesure où ils permettraient en fait de se débarrasser de ces sargasses, d'en faire un produit à haute valeur ajoutée, donc on peut arriver peut-être à créer des emplois, et d'autre part à traiter les eaux polluées. Donc c'est une contribution de mes travaux. Mais pour le moment, on est à l'échelle du laboratoire. À partir du moment où les travaux issus du laboratoire pourront être menés à grande échelle, là, je pense qu'on aura un impact réel. Alors c'est ici, hein, le four. Donc voilà le résultat final de la pyrolyse. Et tout a été carbonisé. Donc là on a que de la matière carbonée et en fait ça va servir à quoi? Eh bien, ça va nous servir à dépolluer les eaux et on pourra donc adsorber, c'est-à-dire fixer les molécules polluantes de l'eau ou du sol. Quand on fait notre charbon actif, on fait plusieurs types de charbon actif, on utilise différents procédés et on essaye de déterminer quel est le procédé qui permet d'avoir la fixation la plus importante de chlordécone. Et ça, je pense que c'est toujours porteur pour des jeunes de voir comment la théorie qu'ils apprennent en cours peut après s'appliquer à des problèmes concrets. Et donc déjà, en termes de formation, c'est extrêmement important. Et puis ces jeunes étant sensibilisés à la problématique peuvent aussi apporter des idées nouvelles, des voies nouvelles, aussi bien sur peut-être le stockage, aussi bien sur la valorisation, aussi bien sur le ramassage. Donc ils sont déjà baignés en fait dans la problématique. Donc c'est des énergies et puis une intelligence qui pourra peut-être se mettre en place et se mettre en marche pour aussi contribuer à des solutions. Bon, alors viens, ça se passe par ici. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors je t'avais raconté que j'avais déjà fait un bidon et donc j'ai pu vérifier déjà une fois, mais je voulais te montrer quand même. Donc j'ai refait un autre bidon. Ouais. Et donc là, il y a depuis 3 semaines à peu près 5 kilos de sargasses. Super. Que j'ai broyé avec les moyens du bord, que j'ai fait rentrer avec de l'eau pour recouvrir jusqu'en haut. Et j'ai fait tout un appareillage pour que ce soit étanche et que le gaz qui est dégagé par le processus là, il rentre dans la chambre à air. D'accord. Okay, donc pour te dire que ça a quand même fonctionné, la chambre à air, elle était toute plate, toute vide. Et donc là, en 3 semaines, les sargasses, elles ont déjà dégagé du gaz. Qui a servi à gonfler la chambre à air. Ça a déjà rempli la chambre à air, en effet. Ouais. Super. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier? Et bien là, maintenant, le but, c'est d'y mettre le feu, parce que c'est pas juste de regarder une chambre à air pleine. Alors, il y a quelque chose de marrant, tu verras.
Là, je commence à sentir, moi. Ouais, ça sent. C'est que ça sent pas du tout la sargasse. Ah bon? C'est pas le H2S comme sur la plage. Je sais pas ce qu'il est. Ouais. Alors ça, tu vois, j'ai récupéré un brûleur de gazinière pour faire ça. Top. Bah, je me suis dit, c'est du gaz hein, dans la gazinière, donc Ben ouais. si c'est étanche dans une gazinière, ça le sera aussi pour nous. Voilà. Waouh! Là, on est prêt. Allez. Presque prêt. Est-ce que ça marche, notre histoire? S'il te plaît, oui. C'est parti. T'es prêt, Dominique? Allez, tu peux couper. Ah, voilà, donc la flamme bleue, là, c'est le méthane qui a été produit par les sargasses qui est en train de brûler. Et donc on voit bien que les sargasses ont produit du méthane. Les sargasses produisent du méthane. Mais le font-elles en quantité suffisante pour que ce soit rentable? Pour le savoir, 200 kilos sont envoyés dans l'Hexagone, direction un laboratoire de l'INRA dans le sud-est. Bonjour Dominique. Bonjour Romain, merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Ces fioles nous servent à mesurer le potentiel méthanogène des déchets. C'est là-dedans qu'on va regarder la quantité de méthane que peut produire le déchet, donc en l'occurrence les algues sargasses. Cet appareil-là va mesurer la composition du biogaz produit lors de la méthanisation des algues sargasses. On veut vraiment arriver, grâce à vous, à trouver le bon dosage, la bonne alimentation, lever les inhibitions pour effectivement valoriser, alors peut-être 10 ou 15% des algues qui vont arriver sur la Guadeloupe, mais ça sera toujours ça, au moins qui s'échouera sur les plages et qui produira un H2S non maîtrisé et nocif pour tout le monde. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de saisonnalité et puis de récolte de sargasses plus ou moins importante d'une année sur l'autre. Avez-vous envisagé un substitut aux sargasses pour alimenter la future unité de méthanisation? Éventuellement, on va regarder la piste des déchets verts, puisque les déchets verts en Guadeloupe, qui sont assez peu valorisés, c'est aussi environ 50 000 tonnes par an. Moi, il me semble que la biomasse, et du coup, en Guadeloupe, cette algue-là, c'est une source d'énergie alternative qui me semble bien plus intéressante que l'éolien, le photovoltaïque, dont on connaît les limites. Moi, je garde en tête quand même effectivement que le stade ultime, ça serait de pouvoir produire de l'hydrogène. En plus, c'est complètement d'actualité avec un plan du gouvernement là, pour de l'hydrogène vert, puisque c'est un problème en France sur l'hydrogène. 95% de l'hydrogène en France vient du pétrole. Donc, on aurait ici une source de production d'hydrogène qui serait entièrement verte. Je pense que c'est assez important que des industries ou que des porteurs de projets locaux se mobilisent. Alors, la difficulté, ça va être de créer une filière parce qu'il va falloir les ramasser. Qui va s'en charger? Comment on les ramasse? Est-ce qu'on va réussir à les ramasser, à les nettoyer? Est-ce qu'elles vont être encore avec des poissons, des petits organismes vivants ou quoi? Comment on va faire? Est-ce que c'est des déchets ou est-ce que c'est une matière première? Tout ça, c'est des questions qui vont être assez complexes à gérer et qu'on va devoir traiter une fois qu'on aura trouvé une solution pour les valoriser. Sarah Gaspard, elle aussi, progresse dans ses recherches sur la transformation des algues en charbon actif contre les pesticides. Elle se renseigne aujourd'hui sur un système de combustion des déchets verts 100% guadeloupéen et 100% écologique. Un four solaire géant. Depuis la COP22, les travaux avancent bien au niveau de la SMO, les tests, etc. Il y a eu pas mal de débouchés à la COP22, notamment. Le projet a été primé pour la valorisation énergétique des déchets par l'énergie solaire, donc le prix de l'innovation. Et puis depuis, on a continué à faire les développements, recherches, notamment sur le développement du gazéifieur qui permet de transformer la matière organique avec l'énergie solaire, puis soit en charbon actif ou en énergie électrique, des produits notamment. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si les charbons qu'on obtient au laboratoire ont les mêmes propriétés que ceux qu'on obtient
avec le gazéificateur que vous avez mis en place. Même humide, la matière peut être traitée et donc le procédé SMO, nous avons déjà fait des tests sur les sargasses, il est tout à fait efficace pour faire dans un premier temps du charbon. Donc ensuite c'est de voir comment le charbon actif se comporterait et c'est là où on aurait besoin justement de ton équipe et du labo pour voir et caractériser ce type de charbon actif produit à une grande échelle. Et nous on s'est focalisé sur la partie dépollution de l'eau et des eaux polluées par la chlordécone. Parce que, bon, comme on le sait, hein, la Guadeloupe et la Martinique connaissent une pollution majeure par la chlordécone, en particulier dans les zones de production de bananes. Et dans le sud Basse-Terre sont installées des stations de traitement par charbon actif. Donc l'idée, c'est que localement, on puisse produire ces charbons actifs et qu'ils puissent être utilisés dans nos stations de traitement des eaux. Pour l'instant, tous les charbons actifs, ils sont importés. Voilà, pour le moment, l'essentiel des charbons actifs sont importés. Et là, ce que SMO apporte, ce que vous apportez, c'est un four micro-ondes solaire, donc où finalement c'est une énergie renouvelable qui est utilisée pour réaliser cette étape de fabrication du charbon. Aujourd'hui, c'est une vraie chance que ce soit un projet qui puisse se faire en Guadeloupe. On va produire pour la dépollution nos propres charbons actifs par un procédé qui est guadeloupéen. Je pense qu'on ne peut pas concevoir que toutes les sargasses de la Guadeloupe, qui représentent des milliers de tonnes, puissent être transformées en charbon actif. Donc il faudrait vraiment multiplier en fait des dispositifs de valorisation. Mais c'est une contribution. Je crois que 30 tonnes par jour, c'est déjà pas mal. Donc en fait, il s'agira d'apporter cette contribution-là. Pendant ce temps, Dominique Joly continue sa visite des sites de méthanisation en France. Après l'INRA, il se rend dans une usine de transformation de déchets en méthane, puis en hydrogène pour produire du carburant propre. Bonjour. Bonjour, Alex Devergy. C'est ça, exactement. Bienvenue sur le site de Trifil. Merci beaucoup. On m'a dit que c'est vous qui allez pouvoir me renseigner. C'est ça, exactement. Vous êtes la personne qu'il fallait contacter pour que je puisse tout connaître de comment on transforme du méthane en hydrogène. Exactement. Comment on transforme même les déchets en biogaz, méthane et hydrogène. Et on va aller voir la production du biogaz d'abord, la première étape. Là, on a un site où on exploite le bioréacteur sur 10 hectares. Ah oui, en effet, ouais, c'est énorme. Je suppose que c'est pas juste comme ça un tas de que vous avez déposé, c'est bien plus compliqué. Donc sous nos pieds, on a environ 1 million de tonnes de déchets. Ah oui. Il faut voir que chaque casier contient environ 90 à 100 000 tonnes de déchets. Un casier, c'est 20 mètres de haut sur 20 mètres de large et totalement isolé du sol, puisqu'il ne faut pas de contact entre le déchet et le sol, pour ne pas venir polluer le sol. Forcément, ouais. Donc c'est là-dessous, sous nos pieds, il y a 20 mètres de déchets qui ont été accumulés. Voilà. Une pellicule par-dessus de terre, simplement. Voilà, tout à fait, pour venir recouvrir. Ce qui fait l'étanchéité, ce sont les membranes en fait, qu'on vient installer. Et depuis combien de temps vous restez Donc on l'exploite depuis 10 ans, exactement. Les premiers déchets sont arrivés. Ça continue à produire du méthane après 10 ans. Voilà. Ah, c'est excellent. Il faut mettre ça partout, dans toutes les décharges. Ah oui, il faut un système de valorisation du biogaz. Ouais, l'essentiel de notre biogaz qu'on a découvert sur le bioréacteur part sur ces 3 grandes cheminées. En fait, ce sont des moteurs de cogénération qui permettent à la fois de faire de l'électricité et de la chaleur. Donc voilà notre conteneur. Donc là, c'est le tuyau qui amène le biogaz. Ouais. On rentre dans le conteneur pour une première étape qui est la production de l'hydrogène. Okay. On va aller voir le véhicule du coup maintenant. Ah, oui, donc là, c'est la pompe à essence. C'est ça. Sur service d'hydrogène. Voilà, exactement. C'est pratiquement pareil qu'une station classique d'essence ou de gasoil. D'accord. Dans les grosses bouteilles est stocké l'hydrogène à 420 bars, c'est ce que vous m'avez dit. Exactement, tout à fait. Et derrière, on a une station de distribution avec ce qu'on appelle un pistolet de distribution pour venir ravitailler notre véhicule. On fait le plein? Banco, on le fait plein. Et après, vous me le prêtez? Voilà. Ok. Première étape, mettre à la masse. Donc avec cette pince. Exactement. Je raccorde sur le morceau de fer qui sort par ici. En fait, c'est pour éviter l'étincelle électrostatique là. Voilà, s'il y a des problèmes d'électrostaticité, on est couvert.
Donc on retire le capuchon hydrogène. Je décapsule et ensuite, oui, il y a une valve. Exactement. Ça, c'est le pistolet. Hop. Qui a pris l'eau, mais c'est pas grave. Je le raccorde par-dessus. Voilà, dernière étape en fait. Simplement, on vient appuyer sur le bouton pour déclencher le rechargement de l'hydrogène dans le réservoir du Kangoo. D'accord. Et donc, dès qu'il y a 1,8 kg qui est sorti de la station, ça s'arrête tout seul? Exactement. Ça s'arrête tout seul. On n'a plus qu'à débrancher et partir. D'accord, ok. Donc là, il est plein. Voilà. Tout va bien, on peut partir. 5 minutes après, c'est bon. D'accord, 5 minutes pour faire le plein et on a une autonomie de combien avec... Là, on vient doubler l'autonomie du véhicule. Donc, normalement, sur ce véhicule, on a une autonomie de 150 km. D'accord. Grâce à l'hydrogène, un prolongateur d'autonomie à hydrogène, on vient doubler, donc 300 km normalement. D'accord, donc on a l'électricité des batteries du Kangoo de base électrique et la pile à combustible qui permet de doubler l'autonomie en fait. C'est ça, la pile à combustible qui transforme l'hydrogène gazeux en électricité. Et c'est cette électricité qui vient ravitailler les batteries et le moteur électrique. Et qui produit de la vapeur d'eau, si j'ai bien compris. D'où le pot d'échappement qui est sur le toit. C'est ça, d'où le petit champignon qui est sur le toit. D'accord, donc on ne rejette aucun gaz nocif. Un véhicule 100% propre. Tout à fait. Un jour, peut-être aux Antilles, des voitures et des bus rouleront à l'hydrogène produit par les algues sargasses. Les recherches se poursuivent car les analyses réalisées dans le laboratoire de Narbonne confirment que le projet est porteur. Il en est de même pour les recherches sur la transformation des sargasses en charbon actif contre les pesticides. Les Antilles pourraient ainsi trouver sur place comment valoriser les algues nauséabondes. Les inventeurs, les entrepreneurs, les chercheurs s'y emploient. Et ce n'est peut-être pas fini. Un nouvel appel à projet a été lancé. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc il aurait mieux valu qu'il n'y ait pas ce déchet. D'accord ? Mais il existe, il est là. Donc maintenant, pour nous, il s'agit de voir comment on peut le valoriser. Je dirais que c'est très alarmant, quoi. Bon, dernièrement, il a grêlé en Martinique, donc on ne connaissait pas ce phénomène-là. La période cyclonique a été très lourde en conséquence, Irma, catégorie 5. Bon voilà, je peux citer plusieurs exemples. Là maintenant, nous avons les sargasses. On n'a jamais vu autant de quantités pareilles, quoi. Nos grands-parents ne connaissaient pas ça. Donc je pense que la nature nous dit stop un peu et nous sommes un peu responsables de ça. En Martinique, on a quand même l'intelligence, la matière grise et le savoir-faire qui s'imposent pour pouvoir régler ce type de problème-là. On n'a pas des moyens certes illimités, mais avec un peu de réflexion, aujourd'hui, dire qu'on peut revaloriser 30 000 tonnes d'algues et d'en faire un produit qui peut être réutilisé derrière dans l'agriculture, dans une agriculture propre principalement, c'est quand même relativement encourageant pour nous qui sont de jeunes Martiniquais, de jeunes entrepreneurs martiniquais. C'est un problème de la Guadeloupe et il faut que les Guadeloupéens s'en soucient, s'en préoccupent et que des élèves, des enfants commencent à appréhender ce phénomène, à l'étudier et à s'en préoccuper. Je pense que c'est indispensable en effet parce que ça va être vraiment les Guadeloupéens qui vont être touchés certainement dans les années à venir par ce phénomène qui est de plus en plus important. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on les épand et on les stocke dans des endroits, mais je ne suis pas certaine que ce soit viable. Si on arrive à le transformer en quelque chose d'utile pour l'île, je pense que ça a vraiment toute son importance. Ici, nous sommes au parc archéologique du Moule. Alors j'aime bien cet endroit parce que c'est face à la mer, on a un beau paysage. Et puis on a aussi des œuvres commémoratives de différents peuples de la Caraïbe.
Quand je suis ici, je me sens bien. C'est un endroit plutôt calme, paisible. Quand je suis à la plage, je suis dans mon élément. La Guadeloupe, c'est notre île. C'est l'endroit où on habite. On a des paysages magnifiques, de belles plages. Ça participe à l'attractivité de l'île. Donc je pense que oui, il faut la préserver. C'est quelque chose d'important.